La seconde partie de notre débat consacré ce soir à la loi travail. Manuel Valls l'avait annoncé, Manuel Valls l'a fait. Il a utilisé pour la seconde fois le 49.3 pour faire passer sa loi travail à l'Assemblée nationale. C'était à la mi-journée. On écoute tout de suite le Premier ministre français. Mon gouvernement est déterminé à avancer. Avancer parce que les stratégies des uns et des autres, à moins d'un an de l'échéance présidentielle, ne doivent pas bloquer le pays dans le contexte international et européen que nous connaissons. Je ne veux pas laisser certains mettre en scène les divisions, alimenter les fractures, jouer, oui, jouer avec les institutions par simple tactique à des fins politiciennes qui ne prennent pas en compte l'intérêt général et celui des Français. Hugues Fourage, il y a eu une question quand même qui a été posée, un amendement en tout cas qui a été signé par 130 députés socialistes à l'initiative d'Olivier Faure concernant la majoration des heures supplémentaires. Ils ont demandé bien que ces heures supplémentaires soient majorées d'au moins 25% pour les premières 8 heures et plus de 50% au-delà de 8 heures. Pourquoi ne pas avoir validé cet amendement ? D'abord, je voudrais dire une chose qui est extrêmement importante. Quand il y a un accord d'entreprise, et s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, c'est la loi qui s'applique. C'est la loi qui s'applique. Il faut arrêter cette démagogie ou cette désinformation. Moi, je ne peux plus accepter ou ne peux plus entendre ce que vous dites, madame. C'est la loi qui va s'appliquer. Il ne faut pas... Vous êtes en train de brandir des peurs qui sont inacceptables. Là, il y a la loi, le code du travail. S'il n'y a pas d'accord d'entreprise, c'est le code du travail. Il y a des accords dérogatoires, bien sûr que si. C'est là le problème. S'il n'y a pas, c'est la loi qui s'applique. Donc il faut arrêter de faire peur aux Français. Voilà, ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Je voudrais qu'on avance dans le débat. Clair et ferme sur ces questions. C'est le premier point. Vous ouvrez à des négociations et vous permettrez au patronat de déroger à la loi. Allez, ça c'est une Céline Berselletti. Des accords d'entreprise. Des accords d'entreprise. On sait très bien comment ça fonctionne. Mais vous en signez des accords d'entreprise. Et je vais vous dire. Ils sont en faveur des salariés. Mais je vous rappelle qu'il y a aussi des dispositions. Mais pas lorsqu'ils sont en défaveur des salariés. Dans la loi. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Je vais y répondre à votre question. Je voudrais qu'on avance un peu, si vous voulez, dans le débat, parce que finalement, là, on tourne un peu en rond. Hugues Fourage, sur cet amendement qui a été présenté par Olivier Faure, signé par 130 députés de votre majorité concernant la majoration des heures supplémentaires. Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles il a été proposé à mes collègues socialistes, parce que ce ne sont pas forcément des considérations glorieuses. Je le dis aussi très clairement. Et que Olivier Faure a fait un peu le même coup sur la déchéance de nationalité. Donc c'est un récidiviste sur cette question-là. Il était porte-parole du Parti socialiste, on le rappelle quand même. Hein. Oui, mais il n'y a pas si longtemps que ça. C'est bien pour ça. Ça va pas très bien. Il y a aussi des façons de faire. Quand il y a des façons de faire qui doivent être très claires. Quand il y a un rapporteur, un responsable, eh bien c'est au rapporteur et au responsable, surtout sur un amendement de cette nature-là, on prend la tâche aussi du rapporteur et du responsable et du ministre sur ces questions. Il y a des règles chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Ensuite, je veux dire, quand on vend comme quoi le gouvernement serait éventuellement d'accord, eh bien, effectivement, un certain nombre de mes collègues se sont fait illusionner sur cette question-là. Il faut aussi le dire très clairement. Vous voulez dire qu'ils ont signé cet amendement et ils se sont fait berner. Je vais vous dire, en réunion de groupe ce matin, un certain nombre qui ont signé ont dit, compte tenu des explications du rapporteur, nous ne sommes plus d'accord. Enfin, ils sont incompétents. C'est effondrant. Mais arrêtez, madame, de dire... Mais arrêtez. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est vous qui le dites. Je ne dis pas ça. Mais si vous dites qu'ils se sont fait berner, c'est quand même... Mais parce que l'idée... Et franchement, l'idée... C'est pas très joli d'employer ça, enfin, pardonnez-moi ce terme. J'ai pas dit berner. Si, vous avez dit ils se sont fait berner. Illusionner. Bon, d'accord. Mais parce si que l'idée... Non, mais l'idée, c'est de sortir. C'est d'essayer de trouver une solution. Et quand on essaye de trouver une solution, effectivement, c'est un point dur, la question des heures supplémentaires. Mais on ne peut pas l'accepter. Pourquoi on ne peut pas l'accepter ? Parce que ça remet complètement l'article 2 en cause. Et c'était ça, l'idée générale. Ça, on sait que vous êtes attaché à l'article 2. Bien sûr. Ce qui pose problème à tout le monde. L'article 2, c'est donc la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche. Qui vont permettre de déroger à la loi. L'élargissement de la primauté, pas la mise en place de la primauté. Qui vont avoir des conséquences sur les conditions de travail des salariés. Il faut être très clair, à un moment donné, il faut être très clair. Et ce matin, majoritairement, au vu des explications, parce que ça s'est passé pendant le week-end, madame, donc il faut aussi voir comment ça se passe. Mais oui, non, mais vous pouvez lever... Vous pouvez pas m'expliquer que l'avenir de la France, dire c'était pendant le week-end. Non, mais attendez. Mais non, mais
Franchement, vous savez... C'est vous qui me dites ça. Hein. Je dis ne fais que répéter. ces questions d'amendement, vous savez bien comment ça se passe. Non. Je vais vous expliquer. À ce moment-là, il y a des amendements, il y a une commission. La commission avait acté, il y avait un texte. On a ce qu'on appelle l'article 88 où on peut redéposer des amendements au dernier moment. Ça devient compliqué. Non, mais ça devient... Non, parce que là, on comprend plus Ben rien. oui, Il y en a un qui a déposé un amendement, c'est Olivier Faure, et il y en a qui ont été bernés, enfin, pardonnez-moi, quelqu'un de illusionnés, et il y en a 129 qui ont été illusionnés. 123. Bon, on trouve ça au 123. On a vendu comme quoi il y avait un accord du gouvernement sur cette question-là, ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Céline Berzelletti, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant concrètement. Jean-Claude Mailly, d'ailleurs, qui n'était pas dans la manifestation aujourd'hui parce qu'il était à Strasbourg, il a dit qu'il y aurait à nouveau des actions déjà cet été, des péages gratuits, des rassemblements. Est-ce que vous êtes coordonnés pour des actions cet été? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il va se passer beaucoup de choses, que ce soit cet été ou à la rentrée. Parce que ici, autour de la table, on parle de beaucoup de choses, mais finalement, très peu de la vie des salariés et des conditions de travail. Non, c'est pas vrai. C'était pas. Moi, je veux savoir ce qui va se passer, pardonnez-moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les salariés sont très en colère parce qu'ils en ont marre de travailler plus, de gagner moins, d'avoir un pouvoir d'achat qui est sans cesse en baisse et de travailler dans de mauvaises conditions. Ce projet de loi, ou cette loi, si elle s'applique, mais à mon avis, elle ne s'appliquera pas parce qu'on fera tout pour qu'elle ne s'applique pas justement, va détériorer un peu plus les conditions des salariés. Et ça, il faut que vous l'entendiez. Et a priori, vous vous en fichez. Et je pense que vous avez tort parce que nous représentons les salariés, que ça vous plaise ou non. Et les organisations syndicales, il n'y aura pas que la CGT, vous l'avez dit, il y aura la CGT, il y aura FO, il y aura Solidaire, il y aura Sud, il y aura les organisations de jeunesse qui seront là pour rappeler que nous sommes quand même en démocratie, que nous avons un droit d'expression et que nous nous battrons jusqu'au bout pour défendre les intérêts et les droits des salariés. Alors Céline Berzelletti, un mot, je sais qu'à chaque fois, il y aura des actions cet été, nous avons une caravane des saisonniers, nous allons à la rencontre des salariés, il y a le Tour de France, il y aura des initiatives au niveau des étapes du Tour de France, il y aura de nouvelles mobilisations. Mais qu'est-ce que vous espérez, madame ? Au mois de septembre. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on soit entendu, que vous arrêtiez de nous mépriser, que ce soit les salariés, les citoyens ou les syndicalistes, parce que figurez-vous que nous sommes une majorité, que nous comptons, et que si demain nous ne travaillons plus, il n'y a plus de richesse, il n'y a plus rien. Alors ça aussi, à un moment donné, vous espérez qu'ils vont revenir sur la loi, c'est ça ? Il faut que vous puissiez consulter les salariés qui sont concernés en premier lieu. Qu'est-ce que vous espérez ? C'est voté. Cette loi. Cette loi ne s'appliquera pas, c'est bien possible. Il y a déjà eu des lois, et on l'a dit. Il y a beaucoup de lois qui ont été votées et qui ne se sont pas et qui n'ont pas été appliquées. On est dans nous irons jusqu'au bout, s'il vous plaît. Parce que là, vraiment... Écoutez, après, vous allez avoir la parole. Écoutez, vous empêchez les gens de parler, que ce soit au Parlement ou ailleurs. Allez, Céline Berzelletti, on avance. Si on pouvait discuter un peu plus sereinement, ça serait bien. Moi, je pense que sérieusement, c'est l'intérêt des citoyens qui est en jeu là. Parce qu'au-delà des droits des salariés, moi, il me semble que si les salariés avaient plus de droits, ça créerait de la croissance et ça créerait une relance économique, me semble-t-il. Demain, moi, plus de droits, crée la oui, moi, si de demain je gagne plus et si je ne suis pas précaire, je consomme beaucoup plus. Ça me paraît évident. J'adore Franck Morel. Allez, Franck Morel, il a pas beaucoup la parole. C'est pas en précarisant les salariés qu'on va relancer l'économie. Franck Morel, vous qui avez travaillé, je voudrais essayer de dire deux mots et puis essayer de revenir un petit peu. Moi, j'ai l'impression d'être parfois sur une autre planète, sur le manque de sérénité, effectivement, face à des dispositions, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, qui ne méritent pas l'excès d'indignation, l'excès d'indignité que l'on rencontre et l'hystérie, excusez-moi du terme, que l'on peut rencontrer dans un certain nombre de cas. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire quelque chose qui existe depuis 2008, depuis 8 ans. Oui, ça vous l'avez déjà expliqué. Je l'ai déjà expliqué, mais attendez, autre chose. S'il vous plaît, je voudrais qu'on avance dans le débat. On a fondé la représentativité des organisations syndicales sur les élections dans les entreprises. C'est quelque chose qui a été mis en place par le MEDEF avec la CGT et la CFDT. Il était inéluctable à partir de ce moment-là, en tirant la pelote de laine, que tout remonte du niveau de l'entreprise. C'était inéluctable. C'était un mouvement. Vous avez 35 à 40 000 accords d'entreprise qui sont signés chaque année. C'est un mouvement qui est continu sur longue période. C'est un mouvement qui va continuer. Moi, j'ai un regret. Si vous voulez. J'ai le regret qu'on soit passé à côté d'un autre sujet, qui est le sujet du contrat de travail. Comment explique-t-on que nous rencontrions le tour de force en France d'avoir d'une part une des législations les plus rigides, les plus rigoureuses en matière de CDD, et qu'en même temps, 9 embauches sur 10 se fassent en CDD.
cherchez l'erreur. C'est bien qu'il y a un problème sur la sécurité juridique de la rupture du contrat de travail. Et je regrette qu'on ait abandonné le plafonnement des indemnités prud'homales. Je regrette que l'article 30, je crois, sur les dispositions en matière de licenciement économique soit encore trop enserré, trop dans une logique que j'appelle une logique de cases. La réalité économique, la réalité des entreprises ne rentre pas dans les cases. Hein. Oui, mais alors, Franck Morel, pardonnez-moi, ils ont fait, notamment sur le plafonnement, Franck Morel, notamment sur le plafonnement des indemnités prud'homales, ils ont dû faire une concession à la CFDT. Je veux dire, on ne peut pas faire non plus sans les syndicats. Si ça avait été un gouvernement de droite, vous avez travaillé avec Xavier Bertrand, vous avez travaillé avec Éric Woerth, on doit passer nécessairement par les syndicats. Sinon, on a des millions. Mais la CFDT, pardonnez-moi, la CFDT est un syndicat réformiste. Ils ont dû, la gauche a dû céder, enfin le gouvernement socialiste a dû céder à la CFDT. Il n'aurait pas pu passer outre la CFDT d'une certaine manière. Et si ça avait été un gouvernement de droite, la question se serait également posée. La question également se serait posée. Le CPE avait été retiré. Mais le CPE a été a été exemple voté d'échec et n'a pas été appliqué. Et un exemple de mauvaise méthode, effectivement, de législation. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé dès le début, effectivement, avec le fuitage dans la presse d'une version du texte, les choses étaient mal parties. Les choses étaient mal parties, avec ensuite une obligation de rétropédaler sur un certain nombre de choses, et effectivement, de fil en aiguille, au fur et à mesure des semaines, un texte de plus en plus affadi. Moi, je regrette effectivement qu'on ait enlevé le barème. Alors effectivement, ça a été fait dans le cadre. C'était le Soufflez que je regrette quand même. Oui. J'ai beaucoup d'estime pour la CFDT. La CFDT a souvent des positions très intéressantes, mais souffrez que je ne sois pas d'accord et que je je regrette malgré tout. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on aurait pu passer, est-ce que l'exécutif aurait pu passer outre la CFDT? Avec une autre méthode, ça, la question. On aurait pu effectivement avoir un certain nombre. Mais non, pas Yaka Faucon. Mais non, pas Yaka Faucon, effectivement. Oui, est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il n'a pas raison, Hugues Fourage? Est-ce que c'est pas la réalité? Est-ce que le résultat n'est malheureusement pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre? Le gouvernement, quand vous dites le gouvernement a cédé à la CFDT. C'était une exigence de la CFDT. Vous avez cédé à cette exigence. On est bien dans cette culture, finalement, en France. Et on le voit bien aujourd'hui, y compris dans la loi telle qu'elle est, et puis dans les positions des uns et des autres. On est dans une culture de rapport de force. On n'est jamais dans la culture de la construction ou de la co-construction. Et ça, c'est invraisemblable. Attendez, Sophie de Menton, laisse terminer. C'est invraisemblable. C'est-à-dire que chaque fois, on doit être dans un système de bras de fer et on ne sait pas négocier. Vous ne donnez pas le bon exemple. On laisse terminer Hugues Fourage, s'il vous plaît. Donnez pas un exemple de dialogue. Le gouvernement a fait toutes les avancées possibles et imaginables. On n'a pas discuté. Mes camarades frondeurs, à chaque fois qu'on leur propose quelque chose, ils nous disent « Ah ben non, ça d'accord, mais... » c'est un peu projet de loi n'a pas été élaboré. On laisse terminer Hugues Fourage. Alors voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y avait un problème, Hugues Fourage. C'est vrai. Il n'y a pas eu un problème. D'une certaine manière, Myriam El Khomri, la ministre du Travail, a été visionnaire, puisque à peine le texte présenté, elle avait dit de toute façon, si on ne trouve pas d'accord, on passera par le 49.3. C'était au premier jour. D'entrée, vous avez décidé de passer un forfait. Attendez, c'est ça le problème. Dans ce projet de loi, il y a 800 amendements. Non, mais c'est pas le sujet. Hugues Fourage, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a quand même eu un sacré problème de méthode. Ah mais je me rappelle l'avoir dit sur ce plateau-là. Pardonnez-moi, il n'y a aucune bonne méthode actuellement. Je souhaite bonne chance à l'opposition qui arrivera au pouvoir. Sophie de Menton, Céline Berselletti, on laisse parler Sophie de Menton. Je dis que la méthode est catastrophique, notre représentation syndicale est catastrophique. Il faut que nous soyons beaucoup plus syndiqués. J'étais même en train au sein d'éthique, on se disait qu'il faudrait peut-être presque le rendre obligatoire. Il faut faire céder ces syndicats prédominants en France qui sont issus de la guerre, dans un autre monde. Il faut absolument que nous rentrions dans une culture du consensus et tel que c'est, personne ne trouvera et n'arrivera à réformer la France. Et je souhaite bon courage pour ceux qui vont arriver, qui vont être obligés de défaire certaines choses, ça ne correspond pas à ce qu'ils ont dit dans leur programme, et qui vont essayer de faire passer des mesures sensées, raisonnables. Oui, est-ce qu'ils vont avoir le courage, pardonnez-moi Sophie de Menton, mais ils n'ont pas eu non plus du temps de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas eu 40 000 réformes qui ont été faites. On a fait quand même passer les choses. Il y a eu 1 million de chômeurs quand même à l'issue de ce quinquennat. Non, mais attendez, quand même. On a un système, il faut refaire l'histoire non plus. Il faut mettre le système à plat. Il faut qu'au premier tour des élections, tout le monde puisse se présenter. C'est la seule façon. Il faut qu'on puisse avoir un dialogue social. Nous n'en avons pas. Il n'existe
représentatif mais de finalement, des rien du salariés. tout. Enfin. Mais c'est faux, arrêtez de dire ça. Et vous êtes représentatif de quoi alors? Moi, sincèrement, rien. Alors, il faut arrêter. Non, mais écoutez, il faut arrêter parce que nous, il y a des élections professionnelles. La CGT, elle fait un résultat. C'est la première organisation syndicale. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne représente rien. Maintenant, il y a eu des sondages. 70% de citoyens sont défavorables. Alors, vous parlez de dialogue, vous n'écoutez personne. Ni les citoyens, ni les salariés. Vous méprisez les organisations syndicales. Vous imaginez, vous dites que la CGT, c'est rien, alors que c'est la première organisation syndicale. Et vous représentez les patrons. Et après, vous parlez du dialogue. Comment voulez-vous qu'on dialogue si vous dites que ceux qui sont en face de vous sont rien? C'est-à-dire, vous dites que les salariés, c'est rien. Vous dites que... Non, je dis pas ça. Alors, la législation française, elle est rien. Les organisations syndicales... Céline Berzelli, il y a des élections professionnelles. Vous avez un dialogue trotskiste. Mais vous êtes caricatural, vous attendez, aussi. je voudrais limite est-ce que vous insultante. pouvez parler avec votre conviction et votre intelligence au lieu de répéter indéfiniment la même chose. Madame, je ne représente pas, je finis ma phrase. Allez, Sophie de Menton, Sophie, non, Céline Berzelli, il faut que la parole elle tourne. Vous ne ni la pouvez pas dire CGPM. que la CGT c'est rien. Je suis désolée. Je ne dis pas la CGT c'est rien, je dis qu'elle ne représente pas les salariés français. Vous avez dit que c'était rien. Elle ne représente pas. C'est les faux. salariés. Allez, on va pas se braquer sur la CGT représente rien. Je comprends que ça peut faire mal au cœur. qui allez décider. Les syndicats. Ce n'est pas vous qui allez décider. C'est impossible. C'est les salariés qui votent. Impossible. C'est les salariés. Vous Vous voulez pas qu'ils votent les salariés? Mais bien sûr que si. Alors, si vous le voulez bien, deux mots sur les sondages, parce que ma voisine dit que 70% des Français, dans un sondage, ont exprimé une position défavorable au texte. Moi, je constate une chose, c'est que il y a eu des sondages sur les mesures qui sont contenues dans le texte à un moment donné, avant que le texte sorte. Et mesure par mesure, le sondage donnait plutôt des résultats positifs. Oui. Et les gens étaient plutôt favorables à toute une série de mesures. L'accroissement de la place de l'accord d'entreprise, par exemple, pour ne citer que cette mesure, ou d'autres. C'est à partir du moment où on est rentré dans le psychodrame, à partir du fuitage du texte, que là, les rapports de force dans les sondages se sont inversés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des problèmes de base, en réalité, sur ce texte, c'est le sentiment, à tort ou à raison, je ne rentre pas là-dedans, mais le sentiment de la part d'une certaine frange de l'électorat qui a voté pour le président actuel, de se sentir trahi, parce qu'effectivement, ils n'ont pas eu le sentiment de voter pour cela. Ça m'amène à dire quoi? Ça m'amène à dire qu'un élément essentiel de la méthode pour arriver à réussir une réforme, et on le voit à travers ce qui se passe à l'étranger notamment, c'est d'annoncer la couleur clairement d'emblée, devant les électeurs, effectivement. C'est ce qu'a fait Renzi en Italie, bien qui est sûr, par exemple un exemple. D'avoir un mandat clair de la part des électeurs. Si on a un mandat clair, si on annonce clairement, les gouvernements qui ont fait des coupes budgétaires, ceux qui les ont fait alors qu'ils ne les ont pas annoncés, ils ne sont pas réélus aux élections. Ceux qui les ont fait alors qu'ils les avaient annoncés, il y a eu une étude d'un économiste italien sur le sujet, sont réélus aux élections. Les choses sont claires, mais quand les vous choses dites, sont nettes. Oui, mais est-ce que vous pouvez, lorsque vous êtes en campagne présidentielle, dire dans le fond la vérité, dire aux Français, vous allez avoir moins de droits. Oui, mais est-ce qu'un homme politique aura le courage de dire ça? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, on verra. Vous croyez sincèrement, moi je vous écoute avec beaucoup d'attention, c'est réciproque. Mais tant mieux, mais vous croyez sincèrement que dans une campagne électorale, et quand je vois les candidats de la droite qui annoncent tous qu'ils vont réformer la France en 3 mois par ordonnance, vous croyez franchement, quand on voit la complexité de la loi, comment on l'a fait et ainsi de suite, vous croyez qu'on va pouvoir avoir un dialogue avec les Français sur la question de l'ordonnance et ce qu'il va y avoir dans le contenu de l'ordonnance? Je suis assez d'accord avec vous. Mais ça, c'est... Alors là, je veux dire... C'est le but des élections. Non, mais attendez. S'il y a un déni de démocratie sur le 49.3, tel qu'il est présenté par certains, alors que c'est une mesure constitutionnelle, sur la mesure d'ordonnance, alors là, c'est encore pire, parce qu'il n'y a même plus... On explique les ordonnances quand même. C'est l'habilitation du gouvernement de pouvoir opérer dans le champ législatif à la place du législateur et donc du Parlement. C'est encore pire. S'il vous plaît, la question n'est pas celle des ordonnances. La question n'est pas celle des ordonnances. On rappelle les ordonnances pour nos téléspectateurs quand même, parce que si on s'y comprend plus. C'est une méthode. C'est la possibilité, effectivement, pour le Parlement de donner habilitation au gouvernement de prendre des dispositions à travers un texte qui... Après l'élection, tout de suite après l'élection, dans les 100 jours. C'est une méthode, c'est la méthode. Ce qui est essentiel... Est-ce que c'est une bonne méthode? Est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire? Ça peut être une méthode, mais ce qui est essentiel, c'est pas la méthode. Ce qui est essentiel, c'est avant tout d'avoir un contrat
clair avec les électeurs. Mais est-ce que les électeurs sont prêts, Franck Morel, à entendre la vérité? C'est ça. Est-ce que c'est la vérité de dire qu'il faut absolument réduire les droits des salariés pour que la France aille mieux? Je ne pense pas. C'est ça aussi, c'est un débat. Et moi, je pense qu'il faut... La démocratie, ce n'est pas de donner un chèque en blanc à un gouvernement. Moi, je pense que les électeurs et les électrices, ils en ont marre de voter pour des personnes qui, soit, en effet, ne respectent pas ce sur quoi ils s'engagent. Ça, c'est vrai. Ou soit, en effet, qui ne disent pas les choses correctement et qui ne disent pas précisément comment ils voient les choses à l'avenir. Donc ça, c'est un véritable problème. Ensuite, la démocratie, c'est pas juste je mets un bulletin dans l'urne et après je reste chez moi, je dis plus rien. On a aussi le droit, et la Constitution nous donne ce droit-là, de dire publiquement qu'on est opposé à des propositions. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, je veux dire, revenons à ces bases-là de la démocratie et peut-être que ça irait mieux. Allez. Moi, je pense que tout simplement, c'est la fin. C'est la fin de ce débat. C'est pas un mandat impératif. Allez, revivre la démocratie aujourd'hui. Non, il n'y a plus de remarques. Courage. Merci beaucoup. Dommage. Merci beaucoup. Oui, on aurait pu continuer encore, mais là, malheureusement, le débat s'interrompt là. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. On verra bien durant cette campagne présidentielle si on aura justement ce discours de vérité et si les candidats seront suffisamment courageux pour avoir ce discours de vérité. On accueille tout de suite Karim Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mardi. Bonsoir. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Et on parle beaucoup sur les réseaux sociaux encore de l'utilisation du 49.3 qui suscite de nombreuses critiques. Alors on va le voir au sein de la classe politique, à droite comme à gauche, les critiques sont nombreuses. Sur le site du Monde, on avait cette interview de Jean-Marie Le Guen qui expliquait que lui, sur la loi travail, l'intransigeance n'est pas du côté du gouvernement. Selon lui, le 49.3 est un outil constitutionnel et républicain parmi d'autres. En tout cas, c'est le point de vue du secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Alors, pour trouver des tweets sur Twitter qui soutiennent cette décision d'utiliser le 49.3, c'était un petit peu difficile. Il y en avait quand même quelques-uns. Ce compte Twitter qui se présente comme... l'incarnation d'une gauche qui veut faire des réformes, une gauche courageuse, qui écrit « Pour éviter le 49.3, il aurait fallu faire un pas vers le gouvernement qui, lui, en a fait un et non viser la tête du Premier ministre ». Je ne vous cache pas que ce genre de tweet était plutôt rare. Le compte Twitter du JDD lui raconte cette réunion ce matin qui était particulièrement violente au moment où Manuel Valls était en train d'évoquer cette idée d'utiliser le 49.3. C'était lunaire. Valls ne parlait que de lui, d'après un témoin. Toujours sur les réseaux sociaux, on partageait cette image, ce montage de Manuel Valls en inspecteur Harry avec un calibre 49.3. Et on a ressorti, notamment du côté des sympathisants de Nicolas Sarkozy, cette déclaration de François Hollande. À chaque fois, on la ressort lorsqu'il s'agit du 49.3. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un délit de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. Évidemment, aujourd'hui, ça sonne tout particulièrement. Le compte Twitter des Républicains, lui, était également très critique. Le gouvernement plus affaibli que jamais avec ce nouveau recours au 49.3. Ce n'est pas une surprise du côté de Florian Philippot également. On critique cet usage. Pour eux, les exigences de l'Union européenne valent beaucoup plus que le débat démocratique. Pour Europe Écologie Les Verts, Cécile Duflot voit un acte de grande faiblesse politique, le refus du compromis tout autant. Et puis il y a aussi Pouria Amirchaï qui, lui, a pris ses distances avec le Parti socialiste, ce député des Français de l'étranger qui parle de brutalité d'un pouvoir isolé. Il y a ce tweet de Bruno Jeudi, cette fois-ci ironique, qui voit avec l'usage du 49.3 un bel hommage à Michel Rocard, qui l'a utilisé à 28 reprises. Et puis du côté des frondeurs, on a ce tweet de Yann Gallu qui tout simplement appelle à la démission de Valls et qui ne soutiendra pas Hollande, c'est ce qu'il écrit sur son compte Twitter. Mais évidemment, entre ces postures et ces déclarations, est-ce que les frondeurs vont aller au bout ? C'est évidemment la question qui revient sur pas mal de lèvres et dans pas mal de tweets.
Et encore une fois, la manifestation était très encadrée aujourd'hui. Très encadré, ça n'a pas empêché certains de déployer des banderoles sur la Tour Eiffel. Stop loi travail, c'est des militants de la CGT qui ont réussi à déployer cette petite banderole. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de monde. Évidemment, c'est aussi à cause des vacances. Mais en tout cas, il y avait un dispositif policier très important. C'est ce que raconte un certain nombre de témoins, comme ce tweeto qui dit le quai de la Râpée bouclé par un double rideau, accès aux sorties impossible. Et puis, le compte Twitter de Nuit Debout qui ironise, puisque c'est les soldes, pour 10 contrôles de police, une garde à vue offerte. Ils ne perdent pas le sens de l'humour. Certains ont souligné aussi qu'il y avait des observateurs d'Amnesty International pour vérifier le bon déroulement de la manif. Révélateur, écrit le journaliste Rémi Buisine, parce que c'est vrai que c'est plutôt étonnant. Cet autre internaute souligne également que c'est une preuve, selon lui, que la démocratie va mal. Le site de BuzzFeed, lui, a contacté Amnesty International, qui explique qu'ils étaient déjà présents lors d'une manif précédente, mais de façon plus discrète. Amnesty International qui souligne que cette opération est assez inédite en France, qu'on a plutôt l'habitude de voir ce genre de choses du côté de la Turquie ou de la Russie, où Amnesty International est très présente. Alors je vous le disais, c'est la fin, en tout cas jusqu'à la rentrée des manifestations, avant ce départ en vacances pour certains. Et ceux qui étaient présents lors de ces manifs ont tout de même noté une ambiance bizarre à l'arrivée. On se regarde, on fixe le vide, attente d'une suite, mais quoi ? Évidemment, que va-t-il se passer ? C'est aussi la question que se pose un certain nombre de manifestants qui ont parfois été présents tout au long de ces manifestations depuis plusieurs mois. Merci beaucoup, merci Karim Yeyaoui, merci encore à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous évidemment de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24, tout de suite, le journal.